Donc, l'idée étant d'aborder, de faire une jolie petite synthèse et puis d'aborder aussi sous tous vos angles respectifs un peu tout ce qu'on a évoqué ce soir, en passant de la robotisation dans les blocs opératoires à l'importance de l'innovation en santé, notamment dans le domaine du numérique, à l'utilisation des standards de la télémédecine avec les problèmes de data, de collecte de data et d'IA dont on a parlé tout à l'heure avec Thomas, et puis d'une philosophie de partenariat public-privé, puisque c'est aussi la logique qu'on aborde ce soir avec ce produit de téléassistance chirurgicale. Peut-être qu'on peut donner la parole à Nicolas Castoli, qu'on n'a pas entendu ce soir pour l'instant sur le sujet. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais. Bonsoir, je suis surpris parce que je pensais passer en dernier, donc ça me laissait le temps de réfléchir à ce que j'allais pouvoir raconter. Non, peut-être juste d'abord pour dire, je trouve que je pense qu'on est nombreux à assister à des événements de nature diverses et variées. Je trouve qu'il se dégage quelque chose d'un peu particulier de la discussion depuis le début et qu'on voit qu'on est sur quelque chose qui est vrai, ancien, solide et qui traduit un vrai travail collectif et avec un vrai impact. Et je trouve que ça mérite d'être souligné. On le sent encore une fois, mais le dire, c'est encore mieux. Et après, peut-être faire un triple commentaire pour essayer juste de se dire qu'est-ce que ça nous donne à penser ou qu'est-ce qu'on peut réussir à tirer un peu comme conclusion de cette démarche-là. Première chose qui a été vraiment très bien dite par Eric, enfin je parle sous son contrôle, je cite les grands auteurs, mais on arrive à cette étape-là dans un parcours qui est long et qui prend du temps. Et je pense que c'est un message qu'il faut repartager. Je ne sais pas si Agnès est encore là, on a cet échange de temps en temps aussi sur cette espèce de contraste entre l'ébullition technologique, les solutions qui arrivent et le fait que dans le champ de la santé, construire des solutions qui à la fin des fins marchent, ont un impact, sont utilisées par des chirurgiens, c'est un processus qui prend du temps. Et dire ça, c'est pas dire que c'est un prétexte pour aller lentement, c'est juste dire c'est des histoires qui se construisent dans la durée, pas à pas. Tu l'as très bien redit, Eric, y compris sur les étapes, quel type de casque, à quel moment on fait greffer AMA et Rofim et comment ça marche. Et Rofim, pareil, qui vient de loin sur des premiers cas. Et il faut réussir à construire patiemment tout en étant efficace et sans se payer de mots. Mais je trouve que c'est des histoires qui sont longues et dans lesquelles on a besoin de pouvoir comme ça assumer des histoires communes. Je trouve que ce matin, j'échangeais avec Franck Lehoué et on avait vraiment cette discussion-là en se disant, encore une fois, le marché de la santé, ça prend du temps. Et il faut l'avoir en tête. La question, c'est de construire et de faire des choses qui fonctionnent. Ça, c'est un premier commentaire. J'en ai un deuxième pour dire, pour construire, il faut arriver à réellement travailler de manière collective et efficace. On le voit bien là, c'est aussi une histoire de partenariat construit dans la durée, autour d'équipes, dans des environnements et avec des partenaires qui jouent ce jeu-là. Et pardon de le redire parce que, pareil, c'est important de dire ça. Ça ne se décrète pas ni du côté soignant, ni du côté start-up ou entreprise. Ça s'inscrit là aussi dans un partenariat un peu de temps long et construit sur des logiques de confiance. Mais on a besoin de ça. Et ça aussi, ça s'installe. Et voilà, je trouve que si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que cette histoire-là, elle s'est travaillée, elle s'est réfléchie dans le temps. Et elle s'est réfléchie dans une logique où on a additionné des briques, on s'est parlé, on travaille, voilà, Beaupart, Rofim, AMA, enfin tout le monde, ça, enfin, et on voit pareil côté Hôtel-Dieu, enfin, on voit ces dynamiques-là, elles marchent comme ça quand on construit dans le temps, quoi. Évidemment, le but du jeu, c'est pas de vous dire du coup tout ça va prendre beaucoup de temps et ça ne marchera que si on a une super relation. Mais parce que quelque part, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, y compris avec toute la logique des tiers-lieux, c'est à partir d'exemples réussis qui ont construit ça, comme Beaupart, comme ce qu'on a pu faire avec le soutien de la SASN d'ailleurs, côté Hôtel-Dieu, c'est d'arriver à passer à l'étape d'après, et c'est toute la logique des tiers-lieux d'expérimentation qu'on porte les uns et les autres et qu'on met aujourd'hui à l'AP en avance pour essayer de réussir à répliquer avec un plus grand nombre d'acteurs économiques sur un champ plus large qu'on a réussi à faire dans des environnements un peu privilégiés qu'on a construits les uns et les autres avec des dynamiques collectives et coopératives. Et c'est vraiment important de pouvoir prendre des moments comme ce soir pour se dire que la cible, c'est ça.
C'est-à-dire on aura atteint notre but quand on arrivera plus souvent à avoir des discussions de ce type. Et puis au passage, je trouvais que somme toute, collectivement, on n'est pas si mauvais que ça. Je le dis aussi parce que de temps en temps, on a besoin de se le redire. Ça fait plaisir de voir des chirurgiens dynamiques et enthousiastes. Ça fait plaisir de voir des projets de cet ordre. Troisième élément, et je vous jure qu'après je me tais, je peux parler 2 à 3 heures si vous le souhaitez, mais ce n'est pas forcément très intéressant, mais je peux. Comme chacun sait, j'ai gagné ma vie en écrivant des discours interminables. Donc, troisième élément, mais qui est important et qui a été évoqué par l'immense professeur Fuchs, qui est encore dans la salle, et que je remercie pour l'ensemble de son œuvre. On a un enjeu au-delà de tout ce que je viens de décrire, qui est l'enjeu de la transformation de la chirurgie, du bloc opératoire. C'est, je trouve, pareil, extrêmement intéressant d'avoir aujourd'hui une vision qui n'est pas la vision... on n'est pas encore au stade où, effectivement, on a une assistance, un robot guidé par l'IA qui opère tout seul des gens. Voilà. On a un modèle intéressant de compagnonnage outillé, appuyé sur des technologies nouvelles. Et je trouve que ce mix-là, lui-même, il dit très bien là où on en est aujourd'hui et il est très parlant. Il est très expressif. Sachez juste, et il faut l'avoir en tête, aujourd'hui, on sait que réussir cette transformation, ça veut dire à la fois mettre au point ces outils technologiques, trouver la bonne approche, la valider dans des environnements médicaux. Ça veut dire aussi être capable à un moment de passer à l'échelle, et c'est l'enjeu de ce qu'on porte comme projet à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris avec les 6 universités franciliennes, un projet de campus chirurgical du Grand Paris qui est médicalement porté de manière absolument admirable par le susdit immense professeur Fuchs, mais qui est un projet vraiment, vraiment majeur pour nous, parce que pour faire ce saut, on a aussi besoin d'infrastructures. Et on a besoin de passer d'une école de chirurgie, qui était l'école de chirurgie fondée au XIXe siècle, relancée par le professeur Cabrol, et arriver à quelque chose de nouveau, qui est l'école de chir, qui correspond au bloc opératoire dont on parle là. Et ça veut dire passer d'une école de chirurgie qui est rue du Fer à Moulins, qui est adossée à un centre du don des corps, et à une vision de la formation du chirurgien qui alterne du compagnonnage et puis aussi de travail sur le sujet anatomique, parce que c'est comme ça qu'historiquement les chirurgiens se sont formés sous leur contrôle. Un univers où on est capable d'avoir toujours du recours du travail sur le sujet anatomique, parce que ça reste aujourd'hui encore une étape centrale, mais les infrastructures pour former ces chirurgiens. Et ça veut dire des robots, ça veut dire des environnements de simulation, ça veut dire des salles hybrides sous le contrôle toujours de professeur Fuchs. Et 2, c'est mieux qu'une, j'ai compris, on m'a expliqué. Voilà. Mais donc on a ce projet-là, qui est un projet important pour lequel qui est porté par les 6 universités franciliennes et l'AP. Le but du jeu, c'est d'ouvrir ça à Brousset dans un avenir plus que proche, puisque c'est commencé en 26 et à ouvrir la dite école de chirurgie. C'est un investissement important. On est sur le plan immobilier, les choses sont bouclées. On essaie d'avancer sur le volet investissement et équipement. Mais encore une fois, on a besoin de ce type d'infrastructure. Parce que si on n'a pas ça pour être capable de former la génération de chirurgiens qui vient, plus la formation continue de ceux qui exercent déjà admirablement, on va avoir un sujet. Et donc, on a besoin de faire cette transformation. Et elle s'appuie sur des choses comme ça. Voilà, et puis je terminerai, parce que je sais terminer parfois, juste en disant, et toujours en citant David, mais parce qu'il l'a ouvert, l'étape après, c'est l'étape proprement IA, mais celle-là, elle nous dépasse presque. C'est comment on est capable d'aller un cran plus loin dans ces transformations-là qui permettent d'augmenter collectivement le niveau de prise en charge et de garantir le plus haut niveau d'expertise, les meilleures procédures, les meilleures pratiques, et de continuer à élever le niveau collectif, ce qui est pour le coup ce que permet la téléexpertise, et merci de la rendre possible comme vous la rendez possible, et ce que permettra demain l'IA quand on sera arrivé au stade où Twinical sera devenu une réalité absolue, déjà en pratique. Je peux m'arrêter là si vous voulez. C'était très bien. Peut-être que justement dans cette logique de donner un rôle aux industriels, donner une place surtout aux industriels dans une logique de co-développement. Peut-être qu'on peut entendre David de Thomas, puisque on est pile poil dans la thématique. En fait, la collaboration est indispensable pour réaliser des projets comme celui-là. On n'aurait jamais réussi seul, et je pense Thomas, tu n'aurais pas réussi seul non plus, à faire, et sans collaboration en fait.
tout ça est né d'une collaboration, d'une rencontre aussi de l'humain. Je pense que c'est des projets humains avant tout. Et avec Eric, si ça n'a pas matché, on n'aurait jamais parti jusqu'à là. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. On voit quelque chose qui se connecte et on arrive. Mais il y a quand même beaucoup de travail pour en arriver là. Oui, et puis il y a beaucoup d'investissements aussi côté privé. Heureusement qu'on est bien financé parfois. Parce que j'avoue quand même que les startups, en tout cas les scale-up, ou voir les SP120, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse, c'est bien gentil. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on a aussi des outils numériques qui fonctionnent bien. Je ne parle pas que pour nous, je parle en général. Et ce qui nous manque quand même énormément, mais au même titre, comme vous veniez juste de le dire, c'est la problématique de scaler. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne cherche pas forcément des financements de subventions dans des structures comme les nôtres, parce que ça fait 10 ans et puis qu'on a été heureusement financé correctement pour pouvoir les développer. Après, il y a des relations humaines, et ça, c'est indéniable, et c'est ce qui fait aussi la force du commerce, on va dire, en général, mais surtout des relations et de l'innovation. Mais aujourd'hui, ce qu'on aurait besoin juste, c'est de pouvoir scaler, de pouvoir lancer tout ça de façon un peu plus forte. Et parfois, on a des freins. Oui, à l'humain, oui, à ça, mais je pense que si il y avait aussi parfois des instances qui nous aidaient à pouvoir scaler plus vite et plus fort, ça serait plus simple pour toutes les boîtes. Il y aurait beaucoup moins besoin de financement, beaucoup moins besoin de banques. En fait, je pense qu'on est un peu dans le numérique aujourd'hui en capacité de fonctionner avec nos propres moyens si on est capable de scaler et de déployer nos solutions grandeur nature. Ce qu'on fait déjà à l'état de 100, 200, 300, 1000. Et souvent, on parle de levée de fonds, on parle de tout ça. Je suis bien placé pour en parler, parce qu'on a quand même rentré en bourse et autres. Et pareil pour David. Mais en fait, on aimerait bien pouvoir vivre aussi de nos moyens et de notre travail. Je pense comme tout le monde, ça fait partie des choses importantes. Et là-dessus, on a besoin des grandes institutions, des grands hôpitaux. Et au final, voilà, pas forcément et tout le temps besoin d'avoir des fonds et des apports de fonds. Et ça serait top de pouvoir scaler. Voilà. D'où l'importance de cette philosophie de partenariat public-privé et qui va dans le sens de la modernisation des blocs opératoires. Par rapport à cette modernisation des blocs opératoires et justement à cet axe de robotisation, etc., peut-être que Clément peut nous en dire un petit mot, justement. Alors tout à fait, moi on m'a demandé de parler des 4% justement, des 4% d'interventions en chirurgie hépatobiliaire qui se font avec de la robotique chirurgicale. Alors j'ai un tout petit peu ouvert parce que oui il y a la robotique, mais il y a aussi et surtout les techniques interventionnelles et ça a été assez mis en avant là, sur les interventions précédentes. Donc nous, on a été lauréat l'année dernière du Sésame Filière France 2030, donc un projet qui s'appelle BOPTech et qui va nous permettre d'installer... ouais, on reste dans les BOP. Et qui va nous permettre d'installer donc une salle de radiologie interventionnelle au bloc opératoire. Et en fait, ce projet-là nous permet de voir que effectivement, même si la majorité des interventions restent des interventions en chirurgie ouverte, au moins, enfin, sur ce qui est sur l'hépatobiliaire, il y a une place de plus en plus importante à la robotique, à l'interventionnel. Et ce qui, du coup, en fait un terrain absolument parfait pour l'intelligence artificielle, puisque, donc, typiquement, là, avec des vidéos aujourd'hui endoscopiques et de mains de robots, on fait de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance d'instruments. Donc, on teste, on co-développe, on améliore des algorithmes qui sont disponibles, toujours avec ce petit truc de l'algorithme est très fort sur les datasets d'entraînement, mais dès qu'on sort de ces datasets d'entraînement, ça marche beaucoup moins bien, effectivement, et on s'amuse à les piéger régulièrement, à leur donner des choses qu'ils ne connaissent pas du tout. Eric parlait tout à l'heure de chirurgie guidée par la fluorescence. Quand vous donnez des images issues d'un dataset où il y a du verre d'indocyanine, c'est une molécule qui est utilisée en chirurgie du foie, si l'algo ne l'a jamais vu, il vous dit que c'est du gras. Sauf que généralement c'est plutôt une tumeur ou quelque chose en tout cas à retirer sur le foie. Donc voilà, en radiologie interventionnelle, il y a aussi beaucoup de choses autour du guidage. Et donc là, on a des projets, enfin Sésame Filière va nous permettre de travailler avec des industriels justement sur des projets de recalage d'images, de fusion d'images, comment je superpose de l'échographie sur un scanner, sur une IRM, etc. Et comment j'arrive à utiliser en opératoire ces données que j'ai eues souvent en préopératoire.
Mais pour faire tout ça, il faut de la puissance de calcul. Et donc, il y a deux manières d'avoir de la puissance de calcul, par des infrastructures on-prem, donc sur site, avec des data centers, enfin des serveurs qui vous permettent d'avoir de la puissance de calcul. C'est assez lourd en termes d'infrastructure. Les DSI ne sont pas très friandes de ça quand on leur pose la question. L'autre solution, c'est évidemment d'utiliser le cloud, avec toutes les contraintes qu'on connaît, puisque les gros cloud providers sont aujourd'hui américains, avec donc une interdiction d'utiliser, en tout cas pour ce qui est des données de santé, de les utiliser pour faire tourner nos algorithmes. Donc on mise beaucoup sur l'apparition des clouds de confiance qui sont dans les tuyaux. Ils sont tous sur les starting blocks. Il y en a 3 gros qu'on attend. Donc voilà, ça devrait nous permettre de passer un petit peu à l'échelle et d'aller plus loin et plus vite, d'entraîner nos algorithmes beaucoup plus rapidement. En ce moment, j'ai un stagiaire, typiquement, pour vous donner un exemple, quand il lance son algo sur une vidéo, il est globalement au chômage technique pendant 1 jour et demi, ce qui du coup est long pour mon stagiaire. Donc on lui trouve d'autres missions, mais voilà, donc ça nécessite un petit peu de gagner en puissance de calcul. Et puis derrière, ça posera, et ça a été le mot d'introduction, la question de l'évaluation de tout ça, évaluation médico-économique, puisque du coup, utiliser des clouds qui respectent, qui sont Secnum Cloud, etc. C'est des choses qui vont coûter plus cher. Ça va coûter plus cher en termes de ressources, en termes d'équipement, etc. Et donc, quel sera l'intérêt de faire ça? Et donc, on croit beaucoup, nous, aux collaborations avec les industriels pour co-construire justement les projets, pour que les industriels n'aillent pas bille en tête sur des choses qui, après, derrière, n'ont pas d'application clinique. On essaye de toujours discuter pour trouver une application clinique et nous, en face, la techno qui peut résoudre nos problèmes. Et puis, quelque chose que Eric pousse souvent et a raison, au-delà de l'évaluation médico-économique, il y a maintenant l'évaluation médico-économique et environnementale qui va entrer en ligne de compte, puisque l'utilisation de tous ces serveurs-là, etc., c'est des choses qui sont très consommateurs en ressources. Et donc, quand on a des data centers qui sont alimentés avec de l'énergie nucléaire, a priori, c'est un peu moins polluant quand ils le sont avec du charbon. Voilà. Bravo. Merci Clément. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on clôture gentiment du coup cette table ronde et du coup cette soirée. Je peux peut-être vous demander à tous un petit mot de la fin. Monsieur Castaldi, vous voulez passer en dernier ou en premier? Ça dépend à quelle heure vous voulez finir en fait. Je propose de passer en dernier. On va le faire revenir. Un mot de la fin. C'est fini. Peut-être du coup que pendant qu'Eric réfléchit à ce qu'il va vous raconter, non mais je prends juste le point qui a été mentionné. Je pense qu'il est important et qui est de dire tout ça à la fin des fins, c'est pour faire des choses qui se diffusent, servent après en charge des patients et ont une valeur économique parce que ça va ensemble. Et je trouve que c'est la dernière étape du raisonnement. Ça a été mentionné en ouverture par Ella. Je pense que c'est un point important. Tu y attaché aussi, Eric. C'est comment est-ce qu'on arrive à ce que cette première génération d'innovations-là, qui sont intéressantes, elles se déploient dans le cadre de modèles économiques à construire, avec les financements divers et variés qui vont bien. Là aussi, c'est pas simple. Enfin, je dis souvent qu'on assemble les pièces d'un puzzle et qu'à la fin des fins, c'est donc long et compliqué, mais ça reste un sujet qui est crucial. Si je peux me permettre de faire le miroir côté hôpitaux, on a cette même question, nous aussi, qui est de se dire, on participe aujourd'hui avec énergie et enthousiasme à cette transformation, on en est très heureux d'ailleurs. On se pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on va être capable demain et à quel prix de consommer ou de déployer ces innovations dont on aura été les parties prenantes. Et donc cet exercice, il existe des deux côtés. Je trouve que si on veut réussir à sortir de ça, la première chose à faire, c'est dans cette espèce d'ébullition collective de repositionner les choses à leurs différents degrés de maturité. C'est-à-dire aussi de se dire que l'enjeu, c'est pas de trouver un modèle économique pour tout le monde, surtout aujourd'hui, que par ailleurs tout n'est pas mûr, tout ne crée pas de valeur, pas encore.
Ça arrivera. Je reviens sur mon point du temps qui est important parce que collectivement aussi, il faut réintégrer ça et être capable sur un certain nombre de choses dont on se dit qu'aujourd'hui, elles ont fait leurs preuves. 2, qu'elles sont assises sur des preuves, des éléments de données qu'on est capable de partager, et 3, qu'elles sont scalables, de passer à l'étape d'après. Et je trouve que c'est un enjeu pour vous comme pour nous, que d'arriver à faire cet exercice, parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on fait là n'a pas de sens si on ne le déploie pas. Et donc, il faut savoir définir un prix et savoir comment on prend en charge les choses de manière raisonnable. Ouais. Moi, là-dessus, je pense que ça serait intéressant. Et tout ça, c'est beaucoup d'énergie humaine, et on le disait tout à l'heure, et parfois d'amitié qui se crée et puis de réflexion commune, parce qu'en fait chacun a ses besoins, chacun avance aussi avec ses prérogatives. On a la chance d'avoir... La France est un petit pays comparé au monde, et je pense que si on a une expertise et qu'on arrive quand même à autofinancer ne serait-ce que les deux parties, c'est-à-dire que d'un côté ceux qui financent et ceux qui produisent pour... et qui ont besoin d'être financés, parce que s'ils ne sont pas financés, il n'y a pas de preuve que c'est fonctionnel et que ça peut fonctionner, et donc c'est finançable sous quelque biais que ce soit. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir s'asseoir et d'avoir des business models, quitte à ce que ce soit des business models au départ agiles, dans le sens où il y a un financement entre celui qui fait le développement pour ses besoins propres et celui qui développe une solution pour après l'exploiter et la rendre accessible au plus grand nombre. Je pense que c'est la force aussi peut-être des startups pour le coup, c'est qu'on a des moyens aujourd'hui d'avoir des business models où on pourra adapter ces business models à partir du moment où les deux parties sont d'accord. Mais ce qui nous fait beaucoup de mal aujourd'hui aux startups, et moi je prends souvent l'exemple du CES, qui est toujours tous les ans une magnifique... Deux avions à louer Air France pour aller rencontrer l'ensemble des dirigeants français et politiques français avec 375 à 400 startups. Si on regarde le taux de survie à 3 ans et à 5 ans, c'est assez dramatique. Et ça, c'est un sujet qui nous pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de frustration au fond. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a démontré, c'est que ce qu'on a fait depuis 10 ans et depuis 5 ans aujourd'hui avec BOPA, c'est utile, c'est améliorable, c'est perfectionnable. La technologie, au niveau elle en est aujourd'hui pour plein de raisons, que ce soit les réseaux, que ce soit la techno elle-même, nos propres solutions qu'on développe avec leurs bugs, pas leurs bugs, etc. Mais la plus grande frustration dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à mettre à BOPA aujourd'hui au quotidien des solutions qui fonctionnent plein régime sur 5 blocs ou 3 blocs, je ne sais pas combien il y a de blocs aujourd'hui à Paul Brousse, et qu'on arrive... Parce qu'on est toujours bloqué, on a beau avoir gagné l'AMI sur la téléchirurgie en région ARS Île-de-France, rencontrer les différents partis des ARS. En fait, on est toujours sur de l'appel à projet, on est toujours sur de l'innovation, alors que nous, en fait, on est sorti de cette innovation-là. Et en fait, au final, on innove, mais on n'arrive pas à produire derrière. Sauf si on a une medtech qui va venir investir, ou on va avoir un financement qui va... Et ça, je pense que c'est embêtant pour les sociétés françaises en général. Je ne parle pas que pour AMA ou pour Rofin. Mais c'est beaucoup de frustration. Et je pense qu'au final, c'est beaucoup de frustration pour les deux parties. Parce qu'au final, tout ce qu'on a fait avec BOPA depuis 5 ans, on ne le voit pas, à part dans cette soirée-là, ou via des posts, ou via des informations qu'on transcrit. Et voilà, moi, c'était juste ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est moteur et veut avancer sur ce système-là. Mais il faut qu'on quitte le côté innovation quand on a des solutions qui sont matures. Et on a besoin pour ça d'avoir des hôpitaux comme la PHP, c'est le premier hôpital européen. Si la PHP déploie même à 1/4 ou à 30%, et derrière a des datas d'analyse qui vont prouver que ce qui a été démonté et déprouvé est aujourd'hui utile, à ce moment-là, ça change la donne à tous les niveaux, que ce soit au niveau des investisseurs privés qui financent des structures comme AMA, parce qu'on a la chance d'être bien financé, mais également vous, utilisateurs, qui peuvent déployer. Voilà. Et je pense qu'on a suffisamment de... Du moment où tout le monde est d'accord et tout le travail de fond a été fait et l'humain a adhéré au système, s'il reste après des ajustements dans les business models, je pense qu'on est capable aujourd'hui d'adapter cette partie-là. Merci Thomas. David, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Oui, de manière un peu plus terre à terre, le métier de médecin, il change drastiquement dans les 10 dernières années et les 10 prochaines années. Et je pense que, comme l'a dit Clément, il faut que les innovations viennent du terrain. Je pense qu'il n'y aura pas plus forte innovation qu'un médecin qui se retrouvait dans la mouise un jour, qui s'est dit « Merde, je vais trouver une solution pour que ça ne se reproduise plus ». Et cette innovation-là,
c'est elle qui va avoir le plus d'impact, bien plus que des chercheurs dans leur laboratoire qui font du très bon travail, mais qui ne seront pas sur le terrain, qui ne seront pas dans la vraie vie, dans les conditions de vie de l'hôpital qui sont des fois dégradées dans le bloc opératoire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense, c'est le corps médical qui doit être vraiment porteur et à l'initiative de toutes les solutions qui vont arriver et avoir la main sur ces solutions-là dès maintenant. Nicolas ? Alors, je vais finir parce que j'ai été interpellé directement. Non, mais je pense que c'est un point important. Pardon, on ne va pas ouvrir le débat là maintenant. Alors, en général, je m'en sors en disant que c'est la Sécu de payer. Comme ils ne sont pas là. Non, mais je pense que je trouve que la discussion elle est intéressante parce qu'elle est d'abord elle est sincère de votre côté, c'est une évidence, pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Et que les questions, voilà, je comprends que vous posiez la question. Moi, je trouve que vous venez, dans la soirée, là, on a eu des éléments de réponse à la question que vous posez. Est-ce que le client, pour la solution que vous proposez là, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris? Pour moi, la réponse, clairement, non. Parce qu'en fait, fondamentalement, les chirurgiens experts, ils sont chez nous. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas besoin pour la formation. Je pense que David, évidemment, il serait intéressé pour le campus école de chir, mais je trouve que moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant, y compris la présentation, la démarche consistant à voir ce lien entre de l'expertise de centres de chirurgie reconnus à l'échelle nationale, que ce soit à Paul Brousse, que ce soit à Cochin, et un CH à Aix-en-Provence, qui par ailleurs est infiniment respectable, etc. Et on a besoin de cette relation-là. Et donc, je trouve que la vraie question, et c'est une question qu'on retrouve, je trouve, assez souvent, c'est comment des choses qu'on a réfléchies ensemble, y compris dans notre logique à nous, de rôle de gros CHU européens, pouvant apporter aussi une expertise, qui mérite d'être respectée elle aussi d'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive derrière à travailler ou à réfléchir ces modèles de déploiement en partenariat avec l'ensemble des établissements de santé, avec des solutions qui, pour le coup, créent de la valeur pour la prise en charge de patients dans des territoires où il n'y a pas autant de chirurgiens digestifs de classe internationale qu'on peut en avoir dans Paris intramuros et au-delà. Et je trouve que ça, c'est le vrai sujet. Et que moi, c'est une des questions qu'elle pourrait être, je réfléchis un peu en ce moment, qui est de me dire comment on arrive à construire ça. Et comment on arrive à nous jouer notre rôle consistant à se dire cette solution, elle a été construite, travaillée avec des chirurgiens ou des soignants qui ont cette expertise-là. Et comment est-ce qu'on est capable demain d'aller la tester, enfin la déployer dans des environnements où elle a du sens et où du coup nous on joue notre rôle. Voilà, et je trouve et on joue notre rôle de la bonne manière et au bon endroit, quoi. Mais par ailleurs, encore une fois, je comprends le. Je pense que la question qu'on a tous, c'est comment on arrive au bout du chemin. Et le chemin, il est long, quoi, et donc un peu pénible. Même vous, vendre votre expertise, je veux dire, ça fait partie aussi du système. Non, mais je fais que chacun... Voilà. Le problème, il est là. La seule cotation qui existe pour un cas comme ça, où vous allez passer 1 heure à aider un chirurgien qui est à Aix-en-Provence, c'est 20 €, l'expertise. Voilà. Le problème, il est là, je pense. 30 €. 30 €. C'est énorme. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres représentants d'hôpitaux dans la salle, donc si jamais certains veulent rebondir sur ce sujet, je pense que ce serait parfaitement le moment. N'hésitez pas à vous manifester. En l'absence de questions, on finit le petit tour de table de clôture. Eric, je sais que tu as très envie de parler. On laisse Clément dire un petit mot avant. Clément, évidemment. Non, peut-être effectivement en clôture. Alors nous, c'est vrai que Beaupas, on se positionne sur du early stage. C'est vrai que nous, on trouve des problèmes au bloc opératoire. On les trouve avec nos chirurgiens, nos anesthésistes, nos radiologues, nos IBOD, nos IAD. Et puis, du coup, on essaye... alors, soit de se mettre en contact avec des startups, soit de développer des choses quand on ne trouve pas ce qui nous va totalement. Donc c'est vrai que nous, on a pris l'habitude de fonctionner sur un mode de mécénat, et c'est les liens d'intérêt que Eric mentionnait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Beaupas n'existerait pas si on n'avait pas nos mécènes qui nous permettaient de financer
nos travaux. Et puis aussi donc, sur les appels à projets. Et donc, BOPA a été à l'origine donc, du tiers-lieu d'expérimentation numérique Campus BOPEX, du Sésame Filière BOPTech. Un autre appel à projet là, sur lequel on est en train de se positionner avec le Paris-Saclay Cancer Cluster. Donc effectivement, nous, c'est des choses où on a pris l'habitude de ce fonctionnement, mais parce qu'on n'a pas vocation à scaler, justement. On innove et puis ensuite on cherche les acteurs qui vont scaler. Mais du coup, voilà. Alors, en fait, je pense que là, ce qu'on a vu, c'est la différence entre la recherche, l'innovation et le progrès. Et le progrès, ça consiste à démontrer qu'une innovation est utile et raisonnable d'un point de vue médico-économique, médico-environnemental. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'assistance publique hôpitaux de Paris est en train de se transformer. Vraiment. Et je tiens à remercier en public Nicolas Castaldi parce qu'il participe vraiment beaucoup à cette transformation. Parce qu'en fait, c'est un des seuls administratifs qui va vraiment au contact des docteurs, qui va discuter avec les docteurs pour comprendre les problématiques métiers et qui est, pour moi, le seul qui a rapidement compris la différence entre l'innovation et la recherche. La recherche consiste à produire de la connaissance, l'innovation consiste à trouver des solutions à des problèmes. Et si aujourd'hui Campus BOPEX existe, si aujourd'hui l'Hôtel Dieu existe et s'il y a une dynamique d'innovation aujourd'hui à l'assistance publique, c'est vraiment parce que Nicolas Castaldi, aidé par Nicolas Revel, qui le soutient indiscutablement, fait bouger les choses dans le bon sens. Donc, parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça par amour de l'hôpital public. Moi, je fais ça, je me lève tous les matins et je bosse à peu près 14 heures par jour, uniquement parce que j'aime profondément la santé pour tous et l'hôpital public. Et donc, on a besoin, en effet, d'avoir cette passion. Et ce qui est vachement agréable, c'est de se sentir accompagné par des administratifs qui restent. Donc, je tenais à dédier cette soirée à Nicolas Castaldi. Merci beaucoup.